Alors on y revient évidemment, ce rapport il a été rendu, c'était lundi, mais depuis il fait beaucoup parler ce rapport de France Stratégie commandé par Elisabeth Borne sur le financement de cette transition énergétique incontournable qui préconise davantage de dettes et de taxation des plus riches, ce que le gouvernement refuse. On vient de l'apprendre, c'est pour le coup Olivier Véran et même Bruno Le Maire qui ont pris clairement position contre. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Alors ce rapport, on le rappelle, hein, c'est celui notamment de l'économiste Jean Pisani-Ferry, qui aborde d'abord, avant de parler du financement, de la facture, cette facture qui est colossale, besoin d'investissement supplémentaire, tenez-vous bien, 66 milliards d'euros. C'est pas sur 5 ans, sur 10 ans, c'est par an, dont 34 milliards assumés par les finances publiques. On se dit, oui, on s'en doutait, c'est bien d'être des chiffres là-dessus, quoi. Oui, effectivement, il y a différents types d'évaluations. L'ordre de grandeur, d'ailleurs, Bruno Le Maire, il y a quelques mois, avait déjà parlé de 60 à 70 milliards. Hein, c'était en début d'année. Voilà. Dans le JDD. Exactement. Ah oui, il y en a qui bossent ici. Et ouais, vous bossez bien. Voilà, les ordres de grandeur étaient à peu près connus. Hein. Certains même estiment ces besoins d'investissement supérieurs à ça. C'est à peu près 2 points de PIB, il faut le rappeler, hein, bien sûr, c'est par an. C'est par an. Ah, voilà. Et c'est de l'investissement, donc c'est même pas pour compenser, par exemple, le fait que certains ménages vont être impactés par cette transition et qu'il faudra peut-être compenser les questions notamment de pouvoir d'achat ou de niveau de vie, dans lequel il pourrait y avoir de la redistribution. Donc oui, c'est des montants importants qui ne sont pas non plus inatteignables de point de vue, mais ça pose une question fondamentale qui est le financement de cette transition. Exactement. Sachant que dans la facture, il faudra aussi compenser les recettes perdues, toutes les taxes sur les énergies fossiles qui rentrent dans les caisses de l'État. Ouais. Il y en a plein, et c'est comme 35 milliards d'euros, chiffre 2021. Enfin, c'est en plus ou ça fait partie des 60 et quelques milliards? Alors, ça, dans la partie financement, c'est important. C'est-à-dire, ce que dit le rapport, c'est qu'une partie des recettes qui sont assises finalement sur l'énergie brune, l'énergie fossile, comme par exemple, il y a des axes comme la TICPE, par exemple, qui est sur les produits énergétiques. Les malus. Les malus, c'est à peu près 35 milliards. À partir du moment où vous changez votre modèle de production, de consommation, il n'y a plus. Forcément, si vous consommez moins d'énergie, il y a moins de taxes qui sont liées à cette énergie. Et donc, vous perdez des recettes fiscales par cette transformation qui ne sont pas négligeables. Donc, c'est rajouté. C'est rajouté. Alors, à l'inverse, il y a une montée en charge de la contribution climat aux frontières européennes, des quotas carbone, etc., qui est censée compenser. Et dans le rapport, il est pointé le fait qu'il y ait un certain nombre de niches fiscales, notamment sur ce qu'on appelle des niches brunes, des dépenses qui sont liées à des énergies fossiles, qui coûtent cher. Qui bénéficient aux pêcheurs, à l'agriculteur, voilà, routiers, à un certain nombre de métiers. Il y a la question du kérosène, par exemple, qui n'est pas comptabilisé là-dedans. Non, mais on parle de 25 milliards au total déjà sur ces dépenses-là, niche fiscale ou en tout cas des avantages fiscaux qui seraient liés à cette consommation pétrolière pour certains secteurs. Donc il y a toute une transformation de l'économie qui est opérée avec des mouvements fiscaux qui peuvent être importants. Et après, au-delà de ça, se pose la question à la fois du financement du besoin d'investissement dont on parle, les 2 points de PIB, et ce que dit ce rapport, c'est que ça aura un effet négatif sur la croissance potentielle. Ouais. Ce qui n'est pas négligeable, il parle de 1/4 de points de PIB sur la productivité, en gros 0,25 points de PIB qui seraient perdus chaque année, que vous retrouvez en moins dans la recette fiscale si vous avez moins d'activité, toutes choses égales par ailleurs. Et donc ça pose la question, effectivement, de la dette publique qui augmente de façon quasiment mécanique si on ne trouve pas de financement. Et la question qui est soulevée, c'est est-ce qu'il faut rajouter, est-ce qu'on doit le refinancer que par de la dette ou justement par de la fiscalité? Et c'est ça qui fait débat, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui sur Boursorama, c'est que depuis, Bruno Le Maire a pris position, mais les auteurs, il faut rappeler, préconisent une taxe exceptionnelle, temporaire de 5% sur le patrimoine financier des 10%, les Français qui sont les plus riches prélevés en une fois, qui rapporteraient au total 150 milliards d'euros, mais en tout cas sur 30 ans, ça fait 5 milliards d'euros par an. Est-ce que déjà, c'est une piste, parce qu'elle a été balayée d'un revers de la main pour Bruno Le Maire, c'est niette. On ne rajoutera pas de la dette, ni plus d'impôts pour financer la transition énergétique. C'est le problème, c'est que c'est assez orthogonal avec le discours politique actuel du gouvernement, qui soutient que la fiscalité n'augmentera pas et qu'on doit réduire la pression fiscale. Les 10% des Français les plus riches payent déjà 75% de l'impôt sur le revenu, sur le revenu, nous rappelle. Revenu, pas l'ensemble des prélèvements obligatoires, on ne prend pas la TVA, les cotisations sociales, etc., ou la CSG.
Et donc forcément, si vous faites le calcul, c'est assez simple. Hein, vous voyez, il parle de 3 000 milliards d'actifs financiers qui pourraient être soumis à un impôt exceptionnel. Ouais. C'est les 10% des ménages les plus riches, on parle que des actifs financiers, qui rapporteraient 150 milliards sur 30 ans. Oui, 5 milliards par an. Donc 5 milliards par an. Si vous faites le calcul, c'est 5 milliards par an. Ça correspond pile poil au geste fiscal qui a été assez important au début de quinquennat, premier mandat, hein, qui a été la réforme de l'ISF et la mise en place du prélèvement forfaitaire unique pour un coût de 5 milliards. Donc ça serait quasiment revenir sur cette mesure fiscale qui visait à réduire la fiscalité du capital, capital financier. Et c'est pour ça que politiquement, le gouvernement dit non. Alors soit vous le transformez et vous appelez ça un ISF vert, soit effectivement c'est une façon de rétablir la fiscalité sur le capital, en alignant la fiscalité des revenus du capital sur celle du travail. Et, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, exclut tout impôt exceptionnel sur les hauts patrimoines. Donc on referme le sujet. Alors, on a 30 ans pour le rouvrir. Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, il y a urgence, mais en même temps, on voit bien que cette transition va prendre du temps. La question du financement va être essentielle. Une fois de plus, on ne parle que du financement de cet investissement, mais on ne parle pas de tous les effets redistributifs potentiels que peut avoir la transition énergétique. Et effectivement, comment réconcilier la question du pouvoir d'achat avec cette transition? Parce qu'effectivement, on parle du reste à charge pour les Français qui, on le sait, est aujourd'hui trop élevé quand ils veulent s'équiper. Voiture électrique, c'est trop cher. Il y a la rénovation des bâtiments, il y a le transport, changer de voiture. Il y a le fait que le coût de l'énergie devrait augmenter. Parce qu'effectivement, c'est une énergie décarbonée, mais qui pourrait coûter plus cher. Donc, en fait, c'est plus inflationniste. Et assez logiquement, c'est plus inflationniste. Par contre, la question fondamentale, c'est la réconciliation et l'acceptabilité sociale de cette transition avec la question, qui est un enjeu aussi assez important, on le voit dans les sondages des Français, l'inquiétude concernant les niveaux de vie et le pouvoir d'achat. Donc, il y a aussi des transferts qui pourraient s'orienter au-delà de cet investissement. Donc, on voit bien. Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'il met bien en perspective les différents enjeux et quelles sont les réponses potentielles qu'on pourrait avoir. Mais on voit bien que les arbitrages ne sont pas rendus. Et la question de la fiscalité est quelque chose d'extrêmement sensible. Et en même temps, on a la Première ministre qui dit clairement elle-même qu'il faut faire contribuer davantage ceux qui peuvent contribuer le plus. Mais ça peut passer que par la fiscalité, ça Alors, oui, enfin directement par la fiscalité. Après, ça peut être par la réglementation. C'est-à-dire que vous pouvez dire, effectivement, est-ce que les propriétaires des logements vont devoir avoir des travaux qui seront imposés? Si c'est effectivement plutôt les ménages aisés qui possèdent ces logements, est-ce que finalement c'est eux qui vont supporter le coût de la transition? Donc on voit que ça peut passer par effectivement la fiscalité ou la réglementation, voire les deux. Après, il y a les mécanismes de subvention, etc. Donc il y a différents types de choses qui peuvent s'opérer. Mais c'est vrai qu'il y a ce discours un peu ambigu, j'allais dire, en disant à la fois il va falloir, pour des questions de justice sociale, que ce soit les plus riches qui soient mis le plus à contribution dans cette transition énergétique, mais après en disant à chaque fois, non, mais on ne dans le pas bilan les carbone, dans le bilan carbone est bien plus important que la moyenne des Français. Alors oui, la question du bilan carbone, elle est toujours compliquée. Forcément, quand vous avez un niveau de vie et un niveau de consommation supérieur à la moyenne, en général, votre bilan carbone est aussi supérieur. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu économique, social et politique, on le voit bien, et il n'est pas simple à résoudre, mais cette équation, forcément, doit être discutée, mais une fois de plus, ça a du mal à imprégner dans un moment où, effectivement, le gouvernement dit on n'augmentera pas les impôts, on baisse la pression fiscale, et on a fait des gestes, en tout cas une réduction de la fiscalité, pour le capital. Ouais. Après, il y a la question, encore une fois, du financement via des hausses d'impôts sur les plus aisés, mais il y a aussi la question de l'endettement. Et d'après le rapport dit en substance que le climat est une bonne raison de s'endetter davantage, facture climatique qui pourrait atteindre, on donne les chiffres, 25 points de PIB supplémentaires à horizon 2040. Bruno Le Maire, encore lui, ministre de l'économie, qui exclut là encore une fois cet endettement supplémentaire. J'ai envie de dire, dont acte, mais alors qui paye la facture? Oui, comment on fait? On dire plus prosaïquement, comment on fait Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Non, mais c'est bien de dire pas plus d'impôts, pas plus de dettes, mais on fait comment? En plus, oui, effectivement, pour le coup, c'est une bonne raison de s'endetter. C'est ce qui est dit dans le rapport. On a plein de mauvaises raisons de s'endetter. C'est ce que dit le ministre. Mais effectivement, on voit bien que l'enjeu, la contrepartie de l'endettement, d'avoir des actifs, en tout cas de construire des actifs qui émettent moins de CO2, c'est important. Enfin, quand le ministre dit non, c'est que c'est non. La question, c'est comment on fait? Mais en réalité, ça sera oui. C'est pas parce que vous dites non que ça sera non, en fait. Non, mais vous pouvez dire non, il n'y a pas un plafond de dette. Et donc, la question, effectivement,
non mais du coup, comment vous réconciliez à la fois une réduction de la croissance potentielle, en tout cas une croissance potentielle moins forte, une baisse de la pression fiscale, ou en tout cas une stabilité de la pression fiscale, des engagements qui sont forts, par exemple on le voit sur la question militaire, sur la question de la santé, sur la question de l'éducation, sur l'investissement de la transition écologique, ça boucle pas. Alors, ça boucle pas. Ou alors, vous avez un miracle sur la croissance. Mais aujourd'hui, c'est quand même... Non, moi, si ChatGPT révolutionne tout et qu'on a des gains de productivité formidables, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas forcément évident. Oui, pour Bruno Le Maire, en tout cas, s'agissant du financement de la transition énergétique, il avance ses solutions, verdissement de la fiscalité, suppression des niches fiscales sur les énergies fossiles, 25 milliards d'euros par an, alourdissement des taxes et autres malus sur les véhicules thermiques, mobilisation de l'épargne des Français, il en a parlé, pour la création d'un nouveau plan d'épargne pour l'avenir climat. Est-ce que, pour le coup, le compte y est ou est-ce que l'équation budgétaire n'est pas du tout bouclée avec ces solutions? Non, elle est pas bouclée. Alors, il faut rappeler que si on parle juste de l'investissement, il y a à peu près 60 milliards, 66 milliards, pour être précis, je crois, de besoins d'investissement par an. La moitié, c'est de l'investissement public. Donc, une partie, c'est de l'investissement privé. Donc, il y a aussi la question du financement de l'investissement privé. 34 milliards par an 34 pour milliards, donc effectivement, c'est du côté de la puissance publique. Donc, c'est comment ces 34 milliards pourront être financés si on ne veut pas de la dette. Et donc, par rapport à ces solutions, et là, quand on parlait de la question de la fiscalité sur les plus riches, enfin sur les patrimoines financiers les plus élevés, c'est 5 milliards seulement. 5 milliards sur les 30 milliards. Donc, ça veut dire qu'il reste plus de 25 milliards quand même à trouver. Quasiment 30. Quasiment 30. Alors, on peut voir qu'il y a des effets de bascule. Pour être précis. On va être précis, on va être à 29. Même à 2030, on arrive à être précis comme ça. Mais voilà, l'équation budgétaire n'est pas bouclée. La question du financement reste entière, y compris le financement. Donc on n'y coupera pas, il y aura des hausses d'impôts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décarboner à la fois, on ne peut pas promettre de décarboner la France tout en promettant des baisses d'impôts. Et en même temps, les hausses d'impôts, elles ne peuvent pas porter sur la classe moyenne. On le voit bien. Ouais. Si vous la rendez acceptable, vous n'allez pas dire. On l'a vu avec la taxe carbone. Le problème, c'est que la taxe carbone, aujourd'hui, est totalement écartée pour les raisons concrètes. Et sur les hauts patrimoines, c'est 5 milliards sur 35. Donc, et c'est 5 milliards sur 35. Et vous allez faire où des économies budgétaires fortes. Et donc, comment on boucle? Comment il fait la... Soit avoir Mathieu Plane, ministre de l'économie. Comme ça n'arrivera pas, je ne peux pas dire ce que je veux. Mais non, sur la croissance potentielle, se pose la question effectivement des gains de productivité. C'est aussi la question de l'emploi. Est-ce qu'on a des capacités à augmenter le taux d'emploi? Alors, on l'a vu sur la question de la réforme des retraites. C'est aussi comment l'augmenter avec une... C'est pas des leviers directs sur les jeunes, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui entre les effets du vieillissement de la population, les gains de productivité aujourd'hui qui sont faibles, le choc énergétique, on est sur des scénarios de croissance potentielle qui sont très faibles. Okay. Et donc, je vous demande des solutions, pas des problèmes. Voilà, et ben oui, mais là je mets... Et donc la question aujourd'hui de la ressource fiscale, elle va être extrêmement sensible. Effectivement aussi parce qu'on a des patrimoines financiers qui sont élevés, parce qu'il y a des valorisations financières élevées, alors l'immobilier exclu. On a une surépargne qui a été accumulée très forte depuis le début de la crise, mais on voit bien que forcément, dans un discours d'attractivité, de réduction de la fiscalité du capital, ça ne boucle pas. Mais à un moment donné, il va falloir quand même ouvrir ce chantier-là. Bon, on a commencé à l'ouvrir indirectement. Le rapport a commencé à l'ouvrir. Je ne vous ai pas donné de réponse, je vous donnais surtout des problèmes. Ouais, ce n'est pas la première fois. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Thank you, Mathieu. Merci, David.